Ma femme m'a remis les papiers du divorce sur scène devant 200 personnes et a souri en le faisant. Ensuite, elle a qualifié notre mariage de premier contrat de son nouveau cabinet d'avocats. Le plus étrange, c'est que pendant 3 bonnes secondes, j'ai honnêtement cru qu'elle plaisantait. C'est de cette partie-là que je me sens encore stupide aujourd'hui. Je me tenais près du buffet, tenant un plateau de petits fours du traiteur local, pendant que les gens du centre-ville de Bordeaux applaudissaient et riaient comme s'ils assistaient à une petite représentation habile lors d'un gala de charité. Pendant ce temps, mes genoux me faisaient un mal de chien. J'avais passé la moitié de l'après-midi à décharger des chaises pliantes de mon utilitaire sous la pluie, parce que Valérie avait décrété qu'embaucher des déménageurs était une perte d'argent à ce stade. Alors j'étais là, à 58 ans, transpirant à travers ma chemise bleue boutonnée, tandis que des juges et des promoteurs immobiliers buvaient du champagne dans les bureaux que j'avais aidé à payer. C'est drôle comme la vie fonctionne. Le cabinet se trouvait sur le quai des Chartrons, dans l'un de ces vieux bâtiments en pierre de taille que les promoteurs adorent transformer en espace professionnel de luxe. Outres apparentes, ampoule à filaments suspendus, ce faux charme industriel. Valérie était obsédée par cet endroit depuis qu'elle avait signé le bail. Correction, depuis que nous l'avions signé, bien que quelque part en cours de route, le nous ait discrètement disparu de son vocabulaire. À 19h30, l'endroit était bondé. Des avocats, des banquiers, des assureurs, 2 magistrats de la région, et même le maire de la commune et son équipe qui s'était pointé avec une bouteille de vin qu'aucun d'eux n'avait les moyens de s'offrir. Je me souviens avoir pensé que Valérie était magnifique ce soir-là. Pas chaleureuse, pas heureuse, juste impeccable, tailleur crème, boucle d'oreilles en diamant, cheveux tirés en arrière de manière assez soignée pour survivre à une soufflerie. Elle ressemblait à l'une de ces femmes sur les chaînes d'infos en continu qui sourit en annonçant des licenciements massifs. J'aurais dû le savoir à ce moment-là. Maxime Delon est resté à ses côtés presque toute la soirée. 39 ans, des dents parfaites, un costume bleu marine trop serré au bras parce que les jeunes hommes pensent que chaque chemise doit avoir l'air d'avoir été emballée solide sur leur corps. Chaque fois que Valérie riait, Maxime se penchait vers elle une demi-seconde trop vite. On remarque ces choses-là après 30 ans de mariage, même quand on n'a pas envie. Vers 20h, Valérie a tapoté une fourchette contre sa coupe de champagne. Tout le monde sait se tourner vers l'estrade près de la banque d'accueil. Puis-je emprunter mon mari un instant ? A-t-elle demandé. Les gens ont souri. Je me suis honnêtement senti fier en montant là-haut. C'est ça la partie embarrassante. Je pensais qu'elle allait enfin reconnaître tout ce qu'il avait fallu sacrifier pour qu'elle en arrive là. Les nuits blanches, les heures supplémentaires, la deuxième hypothèque après qu'elle a échoué à l'examen du CRFP à la première fois, les années où j'ai mangé des plats préparés tout seul pendant qu'elle étudiait à l'étage, entourée de bloc-notes et de tasses de café. Bon sang, j'avais l'habitude de lui masser les pieds à 2h du matin quand elle pleurait et disait qu'elle était trop vieille pour recommencer à zéro. J'ai cru en elle plus fort qu'elle ne croyait en elle-même. C'est ce qui a fait que les 60 secondes suivantes m'ont fait l'effet d'être percuté par un semi-remords. Valérie a pris le micro et a souri à la foule. Je tiens à remercier tout le monde de soutenir le cabinet Valérie Blanc et Associés, a-t-elle déclaré. Tout cabinet d'avocats prospère a besoin de son premier contrat. Quelques personnes ont ri poliment. Puis elle s'est tournée vers moi. Et ce soir, a-t-elle dit, ce premier contrat sera mon divorce. La salle a explosé de rire. Tout le monde n'a pas ri. Certaines personnes se sont figées immédiatement. Le maire avait l'air de quelqu'un qui venait de recevoir un coup de poing dans la poitrine. Mais suffisamment de gens ont ri. Suffisamment de gens ont applaudi. Et Maxime s'est presque luxé les 2 épaules en applaudissant. Valérie a cherché derrière le pupitre et on a sorti une grande enveloppe craft. Elle me l'a tendue à 2 mains, comme si elle me remettait un prix. Alain, a-t-elle dit doucement dans le micro. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux. Le bout de mes doigts est devenu glacial. J'ai ouvert l'enveloppe à moitié et j'ai vu des documents juridiques. De vrais documents. Le tampon du greffe du tribunal de grande instance était déjà sur la première page. Quelque part derrière moi, des verres ont teinté. Une femme a chuchoté « Oh mon Dieu !» Un photographe du journal régional Sud-Ouest a levé son appareil. Je pouvais littéralement entendre le bruit de l'obturateur. Valérie s'est penchée vers moi. Son sourire n'a pas bougé, mais sa voix est descendue assez bas pour que je sois le seul à l'entendre. S'il te plaît, ne te donne pas un spectacle ce soir.
Je ne sais pas pourquoi cela a fait plus mal que le divorce lui-même. Peut-être à cause du ton, comme si j'étais déjà une chose embarrassante qu'elle devait nettoyer avant l'arrivée des invités importants. Pendant une seconde, je n'arrivais honnêtement plus à respirer correctement. J'ai regardé la foule et j'ai vu les gens éviter mon regard. Cette partie-là semblait pire que les rires. Les Français de plus de 50 ans connaissent ce regard, cette petite panique sociale inconfortable que les gens ressentent quand le mariage de quelqu'un meurt en public. Personne ne sait où poser ses mains dans ses yeux. J'ai baissé les yeux vers les papiers, surtout parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le dossier semblait plus fin que la version que j'avais déjà vue. Mon estomac s'est noué. J'ai feuilleté prudemment les pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis 8. Non, pas de page 7. Et soudain, la pièce a semblé très lointaine, car 3 semaines plus tôt, Valérie avait accidentellement, ou peut-être intentionnellement, laissé son ordinateur portable ouvert sur l'îlot de la cuisine alors qu'elle se précipitait pour rejoindre Maxime en centre-ville. J'avais trouvé le brouillon original ce soir-là, y compris la page 7, la page qu'elle ne voulait absolument pas voir lue à voix haute devant des juges, des clients, des journalistes et la moitié de la classe bourgeoise de Bordeaux. J'ai levé les yeux lentement. Le sourire de Valérie est resté parfaitement en place, mais j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. De l'inquiétude, infime, mais présente. La foule attendait que je dise quelque chose. N'importe quoi. Mes mains ont cessé de trembler. Cela m'a surpris. Peut-être parce que l'humiliation a cette étrange façon de brûler la peur en vous. J'ai fait un pas vers le microphone. Avant que je ne signe quoi que ce soit, ai-je dit calmement, pourquoi ne lirais-tu pas la page 7 à voix haute ? La pièce est devenue complètement silencieuse. Pas calme, silencieuse. Même le barman a arrêté de verser les verres. Le visage de Valérie ne cesse pas décomposé de manière dramatique comme de l'éléphant. C'était plus subtil que ça, plus réel. Son sourire s'est simplement figé, comme si son corps avait oublié quelle expression donnait sur lui. Et à côté d'elle, Maxime semblait soudain beaucoup moins à l'aise dans son costume hors de prix. Les gens pensent que les mariages s'effondrent avec des cris. Ça, c'est à la télévision. Les vrais mariages meurent généralement en silence. Un petit changement à la fois. Des mots de passe, des silences, des listes de courses séparées collées sur le frigo comme des instructions pour colocataires. En y repensant aujourd'hui, je peux vous dire exactement quand les choses ont commencé à changer avec Valérie. C'était l'été après qu'elle a réussi l'examen du barreau. Elle avait 47 ans, et j'étais assez fier pour le dire à des inconnus dans les stations-service. Ma femme est avocate, disais-je en mettant du sans-plomb dans mon utilitaire. À chaque fois, Valérie souriait poliment. Au moins au début, nous vivions dans une maison de plein pied en périphérie de Bordeaux, sur la route de Pessac. Rien de luxueux, des volets bruns, une petite terrasse à l'arrière. Des carillons que Valérie avait achetés 20 ans plus tôt lors d'une foire artisanale à Sarlat. Cette maison était synonyme de sécurité. Je pensais que nous y vieillirions. À l'époque, j'avais déjà pris ma retraite de la compagnie d'assurance après 30 ans passés à traquer les fraudes à travers la Nouvelle-Aquitaine. Des incendies de voitures, de fausses blessures, des entrepreneurs facturant des toitures qui n'ont jamais existé. Quand vous passez des années à enquêter sur des mensonges, vous commencez à remarquer de petits détails qui échappent aux autres. Le problème, c'est que vous ne vous attendez jamais à utiliser ces instincts sur votre propre femme. Au début, les changements chez Valérie étaient assez mineurs pour trouver des excuses. Elle a commencé à chaviller différemment. Pas plus jeune exactement, mais plus stricte, plus tranchante. Puis sont venues les nouvelles expressions, mon image professionnelle, mon cercle de réseautage, ma visibilité. Tout est devenu une question de marque, même le dîner. Nous avions l'habitude de déjeuner à la brasserie locale après nos courses le dimanche. Puis un matin, elle a regardé autour du restaurant et a dit doucement, nous devrions vraiment commencer à aller dans des endroits plus chics. Cette phrase m'est restée en tête très longtemps. Pas à cause du restaurant, mais à cause du mot non. Ça sonnait forcé, comme si elle essayait de m'entraîner dans une vie à laquelle elle avait déjà décidé que je n'appartenais pas. Quelques semaines plus tard, elle m'a invité à dîner avec des avocats de son nouveau cabinet. C'était la première fois que je rencontrais Maxime en dehors du bureau. Nous avons mangé dans un restaurant en rooftop en centre-ville où chaque amuse-bouche avait l'air d'avoir besoin de son propre mode d'emploi. À un moment donné, quelqu'un a demandé à Valérie sur quel type de droit elle voulait se concentrer.
Sans hésiter une seconde, elle a souri et a dit « Eh bien, j'ai épousé un enquêteur en assurance, donc techniquement, j'ai passé 30 ans entouré de contrats et de fraudes. » Tout le monde a ri. Puis elle a ajouté « Alain pense toujours que la communication des pièces signifie trouver la télécommande de la télé. » Toute la table a éclaté de rire. J'ai ri, moi aussi. C'est ce que font parfois les hommes de mon âge. Nous rions parce qu'admettre que quelque chose nous blesse semblerait d'une certaine manière encore pire. Mais en rentrant en voiture ce soir-là, en silence, j'ai remarqué qu'elle n'a pas cherché à prendre ma main une seule fois. Pas une seule. Notre fille, Camille, a remarqué les changements avant moi, ou peut-être avant que je ne les admette. Camille avait 34 ans, était divorcée, vivait à Angoulême et avait hérité de chaque once de l'intelligence de Valérie, sans la cruauté qui est apparue plus tard. Un après-midi, elle est passée à la maison pendant que Valérie était au travail. Nous étions assis sur la terrasse arrière à boire du café dans le vieux meuble de l'Union Bordeaux-Bègles. Camille m'a regardé nettoyer le barbecue pendant un moment avant de dire finalement « Papa, elle parle de toi différemment maintenant. » J'ai continué à frotter. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? Elle parle comme si tu la gênais. Ça m'a irrité. Surtout parce que je craignais déjà que ce soit vrai. Elle subit beaucoup de pression, ai-je répondu. Camille a hoché la tête lentement. D'accord, mais la pression révèle généralement les gens. Elle ne les invente pas. Celle-là, je l'ai gardée en mémoire. Environ 2 mois avant l'inauguration, Valérie a commencé à passer plus de soirées à faire du réseau. Le nom de Maxime revenait constamment. Maxime pense ceci. Maxime dit que nous devrions faire cela. Maxime connaît tout mon auteur et son produit. Ce qui est drôle avec les liaisons d'âge mûr, c'est que les gens pensent bien le cacher parce qu'ils ne se faufilent pas en cachette comme des adolescents. Mais les liaisons émotionnelles déteignent surtout. Le ton, l'énergie, le timing. Un mardi soir, Valérie est sortie en trombe vers 19h30, portant des talons bien trop chers pour de simples verres décontractés avec des clients. Elle a à peine touché le hachis parmentier que j'avais préparé. Je risque de rentrer tard, a-t-elle dit en attrapant son sac à main. Puis elle s'est arrêtée près de l'îlot central. Tu peux brancher mon ordinateur portable si la batterie devient faible ? Bien sûr. C'était tout. Simple. Normal. Du moins, ça en avait l'air. Vers 21h, je suis entré dans la cuisine et j'ai remarqué l'écran de son ordinateur qui brillait à côté de la facture EDF. Le voyant de la batterie clignotait en rouge. Je me souviens du détail stupide exact qui a changé ma vie. Un pot de yaourt vide posé à côté du tapis de souris. C'est ce que fait la mémoire après une trahison. Elle préserve des détails inutiles pour toujours. J'ai tendu le bras pour connecter le chargeur. C'est à ce moment-là que j'ai vu le document ouvert à l'écran. Projet divorce final V3.doc. Au début, j'ai honnêtement supposé qu'elle travaillait sur le dossier d'un client. Puis j'ai vu mon nom. Ma poitrine s'est serrée si vite que la douleur a été physique. Je me suis assis lentement à la table de la cuisine. Le document était déjà ouvert au milieu. Page après page de jargon juridique sur la division des biens, la répartition des pensions, le transfert de propriété. Puis j'ai atteint la page 7. Cette page a tout changé. La formulation semblait assez froide pour appartenir à un formulaire d'hôpital. Elle indiquait « Il a montré des signes de léger déclin cognitif et de confusion financière au cours de l'année écoulée. » Selon le document, Valérie devait contrôler temporairement les biens matrimoniaux pendant la procédure de divorce, y compris les droits de propriété liés à l'immeuble du cabinet d'avocat. En échange, je recevais 1 euro. 1 euro symbolique. J'ai fixé l'écran pendant un long moment, non pas à cause de l'argent, mais à cause de mon père. 10 ans plus tôt, après la mort de papa, j'avais utilisé une partie de son assurance vie pour aider Valérie à acquérir l'immeuble via une petite SCI à nos 2 noms. Elle savait exactement d'où il venait cet argent. Elle savait aussi ce que ce bâtiment signifiait pour moi. Mon père a passé 40 ans à couler du béton dans la région bordelaise jusqu'à ce que l'arthrite lui torde les 2 mains. Cet argent de l'assurance représentait toute sa vie. Et maintenant, ma femme voulait m'effacer de tout cela avec des documents juridiques. Je me suis adossé à la chaise de la cuisine et j'ai soudain remarqué à quel point la maison était silencieuse. Pas de télévision, pas de pas à l'étage, juste le bourdonnement du réfrigérateur. Je me souviens avoir ouvert le navigateur web ensuite et tapé « Abus financier divorce personnes âgées ».
Cette recherche m'a conduit dans un terrier de lapins que je regrette d'avoir exploré. Des histoires de conjoints plus âgés manipulés, isolés, poussés à signer des choses qu'ils ne comprenaient pas totalement. Un article m'a particulièrement frappé. De nombreuses victimes hésitent à riposter parce qu'elles ont honte de ne pas avoir vu les signes avant-coureurs. Honte. C'était exactement ça. Pas encore en colère. Honteux. Vers minuit, j'ai conduit jusqu'à une station Total à la sortie de la ville et je me suis assis dans mon utilitaire, écoutant de vieilles chansons de Francis Cabrel, le moteur allumé. La pluie tapait doucement contre le pare-brise. À 58 ans, je me suis soudain senti ancien, remplaçable, comme un meuble que quelqu'un prévoyait déjà de sortir sur le trottoir pour les encombrants. Je suis resté là près d'une heure avant de finalement me chuchoter quelque chose à voix haute. Je ne vais pas la ruiner. Puis, après un long silence, j'ai ajouté, mais je ne vais certainement pas l'aider à me ruiner. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître G. Si vous avez vécu dans la région assez longtemps, vous savez qu'il y a toujours un vieil avocat en qui tout le monde a plus confiance quand c'est cabinet luxueux du centre-ville. Maître Gilles était cet homme-là. Il avait été procureur dans les années 80 avant d'ouvrir un tout petit cabinet au-dessus d'une quincaillerie à Libourne. Divorce, conduite en état d'ivresse, litige de propriété, rien de glamour. Gilles utilisait toujours un téléphone à clapet, ce qui honnêtement me donnait encore plus confiance en lui. Quand je suis entré dans son bureau avec ma pochette de cuir, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis 3 jours, il m'a regardé et a dit « Eh bien, soit tu as tué quelqu'un, soit Valérie a fini par perdre la tête. » J'ai failli rire. Son bureau sentait le vieux papier, le café brûlé et les chewing-gums à la main. Un petit climatiseur de fenêtre cliquetait dans le coin, faisant de son mieux contre la chaleur du mois d'août. Gilles était assis derrière son bureau, portant des lunettes de lecture maintenues par du ruban adhésif. Je lui ai tendu les documents sans dire grand-chose. Il a commencé à tourner les pages tout en mangeant des choquettes d'un sachet de la boulangerie. C'est ça le truc avec les hommes plus âgés. Parfois, moins ils ont l'air dramatiques, pire est la situation en réalité. Pendant environ 2 minutes d'affilée, il n'a pas dit un mot, il a juste tourné les pages, mâché, ajusté ses lunettes. Puis il a atteint la page 7. Ses sourcils sont montés à une hauteur de son front. Il l'a lu une fois, puis une deuxième fois, plus lentement. Enfin, il cesse d'abaisser à sa chaise et a laissé échapper un sifflement bas. Alain, j'ai attendu. Ce n'est pas seulement sale, a-t-il dit. C'est stupide. Et la stupidité laisse toujours le LAV. C'était le premier rire sans cesse que j'avais depuis des semaines. Pas parce que quelque chose était fait. Parce qu'un temps ou l'autre, j'ai bien confirmé que je n'étais pas comme je l'avais fait de l'effet de ça. Il a pointé du doigt le passage sur le déclin cognitif. Elle ne peut pas glisser ça avec désinvolture dans un transfert de propriété à moins qu'elle n'ait prévu de te mettre la pression pour que tu signes. Elle pense que je vais craquer, elle te décide. Non, rien de tout. Elle pense que tu auras trop envie de faire des vagues et que tu vas disparaître. Celle-là a fait mal, parce qu'elle était là. Les gens de mon âge sont élevés différemment. On garde sa douleur privée pour soi. On ne fait pas de scandale. On ne lave pas son linge sale en public. Valérie le savait. Elle comptait là-dessus. Il cesse de frotter de mon dos pendant une seconde. Tu as encore la trace de la propriété de l'immeuble auquel tu es. Eh bien, a-t-il dit en se levant soudain. Je suppose qu'on parle de chaque. Les 2 semaines suivantes ont ressemblé à des fouilles dans les ossements de mon propre mariage. Chaque carton dans le sous-sol contenait une autre version de notre vie commune. Déclaration d'impôt, papier de prêt immobilier, vieille carte de vœux, un reçu du premier canapé que nous avions acheté après notre mariage en 1996. Avez-vous déjà remarqué à quel point les formalités administratives survivent aux sentiments? Un après-midi, j'ai trouvé les statuts de la SCI dans un vieux classeur derrière notre chaudière. La signature de Valérie figurait juste à côté de la mienne. Un autre jour, j'ai passé 3 heures à récupérer l'accès à une ancienne adresse Gmail parce que je me souvenais que Valérie m'avait envoyé un email un jour, je n'aurais pas pu acheter ce bâtiment sans toi. Il s'avère qu'elle avait oublié de l'effacer. Les gens deviennent négligents lorsqu'ils pensent avoir déjà gagné. Pendant ce temps, Valérie agissait comme si de rien n'était. En fait, oubliez ça. Elle agissait mieux que d'habitude. C'est cette partie-là qui m'effrayait le plus. Elle est devenue étrangement polie, trop contrôlée, comme quelqu'un qui gère un patient avant une opération.
Un soir, elle a ramené des plats à emporter du Delarte et m'a demandé si je voulais des graissins supplémentaires. Cette femme ne m'avait pas volontairement apporté de graissins depuis 10 ans. Le lendemain matin, notre carte de crédit commune n'a pas fonctionné à la station Leclerc alors que je prenais de l'essence. J'ai découvert qu'elle l'avait annulé. Pas d'avertissement, pas de conversation, juste refusé. Je suis resté là au comptoir pendant qu'un jeune caissier évitait maladroitement de croiser mon regard. L'humiliation survient aussi dans de tout petits moments. Pas seulement dans les grands. Quelques jours plus tard, mon utilitaire a disparu de la vie. Il s'avère que Valérie l'avait signalé comme véhicule abandonné via un contact au service de stationnement du centre-ville. J'ai passé 4 heures et dépensé 300 € pour récupérer mon propre utilitaire dans une fourrière en périphérie de Bordeaux. Quand je suis rentré, Valérie était assise à l'îlot de la cuisine, tapant sur son ordinateur. Elle n'a même pas levé les yeux. Je me tenais là, tenant le reçu de la fourrière. Tu as fait enlever mon utilitaire. Calme comme la météo, elle a dit, tu n'as pas été très stable émotionnellement dernièrement, Alain. Je ne savais pas si tu avais l'intention de le laisser là indéfiniment. Cette phrase m'a glacé le sang. Pas parce qu'elle était cruelle. Parce qu'elle sonnait répétée. Tout avait qu'elle sonnait répétée maintenant. Ce soir-là, je me suis assis dehors, près d'un McDo, en utilisant leur Wi-Fi gratuit parce que Valérie avait changé le mot de passe de la maison. Imaginez ça une seconde. Un enquêteur à la retraite de 58 ans, assis dans un utilitaire à 23h30, en train d'organiser des preuves contre sa propre femme pendant que des adolescents à l'intérieur filmaient des TikTok en buvant des cafés glacés. Si quelqu'un m'avait dit 5 ans plus tôt que ce serait ma vie, je lui aurais ri au nez. Vers minuit, Camille est montée sur le siège passager, tenant 2 cafés. Apparemment, j'avais oublié qu'elle pouvait encore suivre ma position grâce à l'ancien forfait iPhone familial. Elle m'a tendu un café et a regardé les dossiers étalés sur le tableau de bord. Ça va? Non. Logique. Pendant un moment, nous sommes juste restés là à écouter la pluie frapper le pare-brise. Puis elle a ramassé les SMS imprimés de Maxime. L'un d'eux en particulier, les vieux signes n'importe quoi si tu les embarrasses suffisamment. Camille l'a fixé en silence avant de chuchoter. Ce petit con suffisant. J'ai hoché la tête. Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas l'insulte. C'est à quel point il m'avait rendu insignifiant dans leur esprit. Pas un mari, pas un partenaire, pas même un obstacle, juste un homme vieillissant dont il supposait qu'il se plierait en silence pour éviter l'embarras. Camille a fini par me regarder. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne savais honnêtement pas. Une partie de moi aimait encore Valérie. C'est la vilaine vérité dont personne n'aime parler dans des histoires comme celle-ci. L'amour ne disparaît pas à l'instant même où quelqu'un vous trahit. Parfois, il s'accroche bien au-delà de la dignité. C'est ce qui rend la séparation si difficile. Le lendemain, Gilles m'a mis en contact avec un détective privé en qui il avait confiance, nommé René Mercier. Ça m'a coûté 800 € d'avance. René ressemblait à tous les anciens gendarmes jamais créés. Moustache grise, cou épais, basket blanche New Balance et jean. 3 jours plus tard, il m'a tendu un dossier contenant des captures d'écran de relevés téléphoniques et un message vocal récupéré que Valérie avait effacé d'un compte cloud synchronisé. J'ai écouté le message vocal 2 fois dans mon utilitaire. La voix de Valérie passait claire comme de Léo de Roche. Une fois que Alain aura signé, le bâtiment sera enfin clean. Puis Maxime a ri. Pas un rire nerveux non plus. Un rire arrogant, comme si j'étais déjà de l'histoire ancienne. J'ai coupé l'enregistrement à la moitié et je suis resté là, agrippé au volant. 30 ans à enquêter sur les fraudes m'ont appris une chose très simple. Au moment où les gens cessent de vous considérer comme un être humain, ils deviennent imprudents. C'est exactement ce qui est arrivé à Valérie et Maxime. Ils sont devenus arrogants, et l'arrogance rend les gens négligents. La veille de l'inauguration, je me tenais seul dans notre garage, tenant une clé USB dans une main et la page 7 originale dans l'autre. À l'intérieur de la maison, Valérie répétait son discours à l'étage. Je pouvais entendre ses talons se déplacer sur le parquet, assuré, confiant, comme si la victoire l'attendait déjà en vie. J'ai glissé la clé USB dans la poche de mon manteau et j'ai regardé autour du garage une dernière fois. Des cannes à pêche, de vieux outils, l'établi de mon père. 30 ans de mariage entassés sur des étagères et recouverts de poussière. Puis j'ai dit doucement, à personne en particulier, très bien, Valérie, si tu veux un spectacle, on va leur en donner un. Le silence,
après que j'ai demandé à Valérie de lire la page 7, a duré peut-être 3 secondes. Ça a semblé durer 30 ans. Personne n'a bougé. Personne n'a poussé. Même la musique jazz qui sortait des haut-parleurs au plafond a soudainement semblé trop forte. Valérie se tenait là, tenant le micro avec ce sourire figé que les avocats utilisent juste avant de soulever une objection. À côté d'elle, Maxime a déplacé son poids pour la première fois de la soirée. Un mouvement infime, mais je l'ai remarqué. C'est ça le truc quand on passe des décennies à enquêter sur des réclamations frauduleuses. On apprend que les gens laissent fuiter leur panique d'abord par de petits détails. Un tressaillement, une déglutition, un regard vers la sortie. Valérie s'est reprise plus vite que Maxime. Évidemment. Elle a laissé échapper un petit rire doux et a incliné la tête comme si j'étais un vieil homme confus traversant un moment difficile. Alain, a-t-elle dit doucement dans le microphone. Ce n'est vraiment pas le moment. Quelques rires nerveux se sont dispersés dans la salle. Pas beaucoup. Les gens commençaient à réaliser qu'il ne s'agissait plus d'un divertissement. J'ai regardé la foule. Le maire se tenait près du fond, agrippant son verre de vin à 2 mains. L'un des juges avait complètement cessé de sourire. Même le barman avait l'air mal à l'aise. Maxime a fini par s'avancer. « Monsieur » a-t-il dit en s'efforçant de paraître calme. « C'est une affaire privée. » Je me suis tourné lentement vers lui. « Tu l'as rendu public à la seconde où tu as aidé à rédiger la page 7, Maxime. » Ça a fait mouche. On pouvait sentir les têtes traverser la pièce, pas bruyamment, plutôt comme de l'air froid glissant sous une porte. La mâchoire de Maxime s'est crispée. Valérie est rapidement intervenue. Alain est bouleversé, a-t-elle dit à la foule. Évidemment, les émotions sont à vif en ce moment. Lila. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. Lila passe 7. Pour la première fois de la soirée, Valérie a eu l'air d'avoir directement peur. Pas terrifiée, juste incertaine. Et l'incertitude y allait de manière étrange. Elle avait passé des mois à construire cette version d'elle-même. Contrôlée, brillante, intouchable. Maintenant, je pouvais voir des fissures se former en dessous. Elle a légèrement baissé le micro. Alain, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît. Ce mot a failli m'avoir. Sérieusement, pendant une dangereuse seconde, j'ai failli craquer sur place. Parce que la mémoire est une chose puissante. Je me souvenais encore de l'ancienne Valérie, la femme qui dansait pieds nus dans notre cuisine pendant que le dîner brûlait dans le four. La femme qui a pleuré contre ma poitrine après avoir raté l'examen du barreau la première fois. La femme qui m'a dit un jour, tu es la seule personne qui ne m'ait jamais fait me sentir stupide. Cette version d'elle existait encore quelque part en moi, ce qui rendait tout ça encore plus douloureux. Mais ensuite, je me suis rappelé être assis dans mon utilitaire devant le MCDO, utilisant le Wi-Fi gratuit parce que ma propre femme avait changé le mot de passe de la maison comme si j'étais un inconnu louant une chambre. Je me suis rappelé le SMS de Maxime, les vieux signes n'importe quoi si tu les embarrasses suffisamment. Quelque chose en moi s'est endurci après ça. Pas de la haine, juste de la lucidité. Je me suis avancé vers le pupitre et j'ai sorti ma copie des documents de ma pochette en cuir. Tu m'as donné une version incomplète ce soir, ai-je dit calmement. Probablement parce que la page manquante dit que je suis en déclin mental et que je dois céder les droits de propriété du bâtiment pour 1 euro. Un bas murmure a parcouru la pièce. Quelqu'un a même dit « Seigneur ». Valérie a immédiatement repris le micro. Ce n'est pas ce qu'il y a d'écrit. Alors Lila. Elle ne l'a pas fait, parce que nous savions tous les deux que je disais la vérité. Le juge près du premier rang a lentement retiré ses lunettes et les a pliées dans sa main. Cette image m'est restée par la suite. Les personnes plus âgées reconnaissent vite la malhonnêteté. Nous avons vécu trop longtemps pour ne pas le faire. La voix de Valérie s'est légèrement aiguisée. Cela a été rédigé lors de discussions préliminaires. Ce n'était pas finalisé. C'est drôle, ai-je dit, parce qu'il y avait déjà les tampons du tribunal. Celle-là a frappé plus fort. Les gens ont commencé à se regarder les uns les autres. Pas de façon dramatique, juste assez. L'ambiance dans la pièce est passée d'embarrassante à dangereuse. Puis Maxime a fait une erreur. Il s'est approché et a dit « Alain, tu es confus ». Cette seule phrase a changé toute la soirée. Parce que soudain, le jargon sur le déclin cognitif ne semblait plus théorique. Il semblait coordonné.
Gilles m'a dit plus tard que c'était le moment où la salle s'était retournée contre eux. J'ai plongé la main dans la poche de mon manteau et j'ai sorti la clé USB. Valérie l'a vue immédiatement. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Alain, a-t-elle chuchoté. J'ai marché vers le système de sonorisation à côté de la banque d'accueil. Un jeune employé a commencé à protester, puis s'est apparemment ravisé. Un gamin intelligent. J'ai branché la clé USB. Pendant une seconde, tout ce qu'on a pu entendre, c'est le grésillement des enceintes. Puis la voix de Valérie a rempli la pièce. Claire comme Léo de Roche. Une fois que Alain aura signé, le bâtiment sera enfin clean. Silence de mort. Aucun mouvement, aucun chuchotement, rien. Puis Maxime a ri à travers les haut-parleurs. Ce petit rire suffisant, suivi de sa voix, les vieux signes n'importe quoi si tu les embarrasses suffisamment. Quelque part près du bar, une femme a halté doucement. Maxime est devenu pâle si vite que ça avait honnêtement l'air douloureux. Valérie s'est avancée vers moi, paniquée. Éteins ça. Je ne l'ai pas fait. Un autre enregistrement a été diffusé. Valérie à nouveau. Une voix plus basse cette fois. Fatigué, agacé. Il ne se battra pas publiquement. Il se soucie trop de ce que les gens pensent. Celle-là a coupé plus profondément que tout le reste. Parce qu'elle avait raison. Ou du moins, elle avait l'habitude d'avoir raison. Un ami de longue date, Marc, a secoué la tête lentement, a pris son manteau et est sorti sans dire un mot. Cela a fait plus de mal à Valérie que les enregistrements. Marc nous connaissait depuis 20 ans. La pièce semblait plus petite maintenant, plus étouffante. Les gens évitaient de regarder Valérie directement. C'est fou comme l'admiration disparaît vite une fois que la dignité entre dans la conversation. Puis est venu le moment auquel personne ne s'attendait. Camille a franchi les portes d'entrée. Et derrière elle se trouvait Sophie, la femme de Maxime. Bon, je ne savais pas que Camille l'avait invitée jusqu'à ce que ce soit terminé. Honnêtement, c'était probablement plus intelligent comme ça. Sophie a traversé directement l'espace de réception avec des talons aiguilles assez pointus pour briser du béton. Maxime l'a vu arriver et a visiblement paniqué. Sophie, ce n'est pas. Elle lui a arraché la coupe de champagne des mains, l'a versée directement sur ses mocassins marron hors de prix, et a dit « La voiture est à mon nom. J'espère que tu apprécieras la marche à pied pour rentrer. » La moitié de la pièce avait l'air horrifiée. L'autre moitié avait l'air de voir Noël arriver en avance. Sophie a fait demi-tour et est ressortie directement. Elle n'a pas crié, n'a pas pleuré, n'a pas fait de scène. Cette femme méritait une standing ovation. Au lieu de cela, la pièce est restée silencieuse. Et d'une certaine manière, ce silence semblait encore plus lourd. Valérie m'a enfin regardé différemment à ce moment-là. Pas en colère, pas supérieure, juste désespérée. Tu étais censé m'aimer assez pour me laisser avoir ça. Je l'ai dévisagé pendant un long moment. En regardant le bureau, la foule, la femme pour qui j'aurais autrefois fait absolument n'importe quoi. Puis j'ai répondu calmement, je t'ai aimé assez pour t'aider à construire ce rêve, Valérie. C'est juste que je ne me déteste pas assez pour te laisser me le voler. Ses yeux se sont embués instantanément. Pas de manière dramatique, juste assez pour ruiner l'image parfaite qu'elle avait passé toute la soirée à protéger. Et soudain, elle est redevenue humaine, petite, fatiguée, perdue. J'ai rassemblé mes documents lentement. Pas de discours de victoire, pas de cris, pas de sortie théâtrale. J'ai simplement fait un signe de tête vers Gilles près du mur du fond. Puis je me suis dirigé vers les portes d'entrée. Personne n'a applaudi cette fois. Personne n'a dit un mot. Mais alors que je sortais dans la pluie fraîche d'octobre, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais enfin respirer à nouveau. Les gens pensent que la vengeance est une erreur. Ça ne laisse pas. La plupart du temps, elle est étrangement silencieuse. 3 jours après le désastre de l'inauguration de Valérie, je me suis réveillé seul dans un appartement meublé sur la route de Pessac, avec un torticolis et un steak haché surgelé qui trônait dans mon congélateur à côté d'un demi-sac de petits pois. C'était mon grand matin de victoire. La pluie tapait contre la fenêtre pendant qu'un météorologue local sur France 3 Aquitaine mettait tout le monde en garde contre les gelées précoces dans la région bordelaise. Je me souviens être resté là, pieds nus en short de sport, à penser, eh bien, Alain, tu leur as bien montré. Ce qui est drôle, c'est que je ne me sentais pas triomphant.
Soulagé, peut-être, plus léger, mais pas heureux. C'est la partie que les plus jeunes ne comprennent pas à propos de la vengeance. Ça ne reconstruit pas magiquement la vie qui a été brisée. Ça arrête juste l'hémorragie. Le divorce a traîné pendant 14 mois de plus. 14. Il s'avère qu'humilier publiquement son mari tout en essayant de le forcer à signer des documents juridiques du tout crée des complications. Qui le crut? Valérie a embauché un autre avocat de Paris après que Gilles a menacé de traîner chaque enregistrement et chaque document dans un tribunal public si nécessaire. Le Conseil de l'Ordre des avocats a ouvert une enquête déontologique après que quelqu'un a envoyé anonymement des copies de la page 7. À ce jour, Valérie pense probablement que c'est moi qui l'ai fait. Ce n'est pas moi. C'est Gilles qui l'a fait, il a dit que c'était un service rendu à la communauté. Maxime a disparu dans les 2 mois. Aux dernières nouvelles, il a pris un poste dans la conformité juridique quelque part à Genève après que son mariage s'est effondré. Apparemment, Sophie a gardé Elodie. Tant mieux pour elle. Le cabinet d'avocats de Valérie a survécu techniquement, mais quelque chose a changé après cette nuit-là. Bordeaux est le genre de ville où les réputations voyagent plus vite que les tempêtes de neige. Les gens souriaient toujours poliment à Valérie en public, mais la confiance s'était évaporée. 2 gros clients ont discrètement retiré leur contrat. Un promoteur local a cessé de retourner ses appels. L'article du journal couvrant l'inauguration n'a jamais été publié. À la place, Sud-Ouest a publié un tout petit encart enfoui à la moitié de la page 3 concernant une dispute conjugale ayant interrompu une inauguration commerciale. C'est probablement ce qui a le plus irrité Valérie. Elle a toujours voulu de l'importance. Et au final, toute l'affaire a été réduite à 6 paragraphes laissant à côté d'une publicité pour une promotion sur le matelas. La vie a parfois le sens de l'humour. Pendant ce temps, je passais la plupart de mes soirées seul dans cet appartement, mangeant des plats préparés dans des assiettes en carton, parce que déballer de la vraie vaisselle me semblait d'une certaine manière trop définitif. Un soir, j'étais assis à regarder un match de rugby du top 14 dont je me fichais éperdument, pendant qu'un plat surgelé tournait lentement derrière la porte du micro-ondes. Bip bip bip. Ce son m'a frappé plus durement que je ne m'y attendais, parce que le silence à la fin de la cinquantaine est différent du silence de la vingtaine. Quand on est jeune, la solitude semble encore temporaire. À mon âge, les pièces vides commencent à poser de dangereuses questions. Je me suis surpris à regretter des choses stupides. Le bruit de Valérie se séchant les cheveux à l'étage. Ses lunettes de lecture laissées près de l'évier. La façon dont elle volait toujours des frites dans mon assiette, même après avoir insisté sur le fait qu'elle n'avait pas faim. Les humains sont compliqués comme ça. On peut regretter quelqu'un tout en sachant qu'il vous a fait du mal. Un après-midi pluvieux, environ 6 mois après l'inauguration, je suis passé en voiture devant le cabinet d'avocats en centre-ville. Je ne l'avais pas prévu. C'est juste arrivé. L'enseigne était toujours accrochée dehors. Valérie Blanc et associée, mais seule la lumière d'un bureau brillait à l'intérieur. Je suis resté assis de l'autre côté de la rue à un feu rouge, regardant la pluie glisser sur mon pare-brise pendant que les souvenirs s'entassaient dans l'utilitaire à côté de moi. 30 ans. On ne peut pas enterrer 30 ans du jour au lendemain. J'ai fini par pleurer à ce moment-là. Pas de pleurs dramatiques, pas de sanglots, juste des larmes silencieuses coulant sur le visage d'un homme fatigué pendant que les essuie-glaces grinçaient d'avant en arrière. Parce que j'ai réalisé quelque chose en étant assis là. Je ne pleurais plus Valérie. Je pleurais l'avenir que je pensais que nous aurions. C'est ce qu'un divorce après 50 ans vous vole vraiment. Pas seulement la personne, la fin imaginée. Finalement, le règlement du divorce a été conclu. J'ai perdu la maison. Ça a fait mal. Je ne vais pas prétendre le contraire, mais j'ai conservé ma part de propriété sur l'investissement de l'immeuble, une partie de ma pension et assez d'économies pour recommencer à zéro sans dépendre de personne. Gilles m'a dit que ça comptait comme une victoire. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que la survie est la version plus âgée de la victoire. À peu près à la même époque, Camille m'a donné une idée qui a tout changé. Tu sais combien de personnes âgées se font manipuler financièrement ? Mathéel demandait un après-midi autour d'un déjeuner dans un restaurant sur la Nationale 10. Tu as passé toute ta carrière à repérer des arnaques. Il s'est avéré qu'elle tenait quelque chose. 3 mois plus tard, j'ai ouvert un tout petit cabinet de conseil appelé cabinet de conseil et protection des seigneurs Alain, nommé en l'honneur de mon père. Rien que de voir son nom sur la porte vitrée a stabilisé quelque chose en moi.
J'ai commencé à aider les personnes âgées à examiner des contrats suspects, à éviter les arnaques douteuses de réparation à domicile et à reconnaître la manipulation financière de la part des membres de la famille. Rien de glamour, mais plein de sens. L'une de mes premières clientes a été une veuve de 72 ans dont le neveu a essayé de glisser des documents de transfert de propriété dans les papiers d'une maison de repos. 3 ans plus tôt, j'aurais probablement manqué à quel point cela avait de l'importance. Maintenant, je voyais tout différemment. La douleur aiguise votre vision, si vous y survivez correctement. La dernière fois que j'ai vu Valérie, c'était devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, près de 2 ans après l'inauguration. Matin froid, ciel gris. Elle se tenait à côté de sa Lexus, portant un long manteau noir, et avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Pas ruinée, juste fatiguée. La vie avait finalement commencé à la toucher en retour. Pendant une minute, aucun de nous n'a rien dit. Les voitures sifflaient sur les rues mouillées à proximité. Finalement, elle m'a regardé et a demandé doucement « À quel point voulais-tu que je souffre ?» J'y ai honnêtement réfléchi avant de répondre. Parce que la vengeance a une dangereuse façon de changer de forme dans vos souvenirs. Au début, vous pensez vouloir la justice, puis l'humiliation, puis la punition. Si vous ne faites pas attention, à la fin, vous voulez juste que l'autre personne souffre autant que vous avez souffert. Et ce chemin ne se termine jamais bien. Alors je lui ai dit la vérité. Je ne voulais pas que tu sois blessée, Valérie. Alors pourquoi l'as-tu fait? Je l'ai regardé pendant un long moment. Parce que tu as cessé de me voir comme une personne bien avant que tout cela ne commence. Elle a baissé les yeux vers le trottoir. Un vent froid s'est engouffré entre nous. Puis elle a posé la question dont je pense que nous connaissions tous les deux déjà la réponse, tu as cessé de m'aimer? Celle-là pesait lourd, parce que la réponse honnête n'était pas si simple. Non, ai-je fini par dire. J'ai juste fini par commencer à m'aimer moi aussi. Ses yeux se sont légèrement remplis de larmes, mais elle a hoché la tête comme quelqu'un qui entend un verdict auquel il s'attendait déjà. Puis je suis monté dans mon utilitaire et je suis parti. Pas de fin dramatique, pas de musique triomphante, juste un homme plus âgé rentrant chez lui dans la circulation bordelaise, avec un café refroidissant dans le porte-gobelet et suffisamment de paix pour enfin dormir à nouveau. S'il y a quelque chose qui vaut la peine d'être retenu de mon histoire, c'est peut-être ceci. Vieillir ne signifie pas que votre dignité compte moins. Au contraire, elle compte davantage. Et parfois, la chose la plus difficile qu'un homme bon puisse apprendre, c'est que se protéger n'est pas la même chose que devenir cruel. Si quelqu'un a déjà pris votre gentillesse pour de la faiblesse, vous comprenez probablement exactement de quoi je parle.